Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de votre émission dominicale Zone Franche. C'est le tout premier rendez-vous d'évaluation pour la 10e législature sur vos antennes. Après plusieurs mois d'intenses travaux au Palais des Gouverneurs à Porto Novo, l'heure est au bilan pour la toute première session ordinaire de ce septennat législatif. Une session inaugurale particulièrement scrutée, ouverte dans un contexte inédit avec l'arrivée sur les bancs de l'hémicycle de plus de 40% de nouveaux visages. Entre quête de cohésion au sein de la majorité parlementaire, gestion des ambitions politiques des blocs de la mouvance et premier pas du président de l'Assemblée nationale au pochoir, l'ambiance et le management de l'institution ont été mis à rude épreuve pendant ces mois de travaux. Mais au-delà de l'atmosphère, c'est le carnet de notes législatives qui interpelle. Vote d'une loi de finances rectificative pour l'exercice 2026, réforme d'envergure des institutions comme le Conseil économique et social, le médiateur de la République, durcissement du ton face au faux monnayage et au refus des billets froissés dans nos marchés, sans oublier l'acte majeur qui fait couler d'encre la suppression de la Commission électorale nationale autonome par la modification du code électoral. Pourtant, une ombre plane sur ce tableau. Qu'en est-il du contrôle de l'action gouvernementale? Pourquoi ce silence radio apparent sans question orale ni commission d'enquête au cours de cette session? La 10e législature a-t-elle relégué ce pouvoir constitutionnel au second plan? Pour décrypter tous ces enjeux, nous recevons sur votre émission la rapporteure de la commission plan, équipement et production, la commission C3 à l'Assemblée nationale, l'honorable Irène Adam. Bonjour. Bonjour, monsieur Aounou. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes élu sur la liste Bloc républicain dans la 9e circonscription électorale. Merci d'avoir accepté de venir décrypter avec nous l'actualité au Parlement. C'est un grand plaisir, que je vais partager ce matin avec Éric Guédénon. Éric, bonjour. Bonjour à vous, Franck Aounou. Docteur Irène Adam, député à l'Assemblée nationale, bonjour. Bonjour, monsieur Guédénon. Merci de faire cet exercice avec nous. C'est votre tout premier exercice parlementaire, mais aussi première session ordinaire de ce septennat au niveau du Parlement. On va faire le bilan, comme l'a dit Franck Aounou, justement, de cette première session, voir tout le travail que vous avez abattu du côté de cette Assemblée nationale. Mais déjà, quelle appréciation faites-vous de l'implication et de la participation des députés à la production législative, je dirais, dans une Assemblée qui compte plus de 40% de nouveaux élus? Merci, monsieur Guédénon. Merci à vous également, monsieur Aounou. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez de venir expliquer aux populations tout ce que nous avons fait pendant 3 mois, durant la session ordinaire, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Revenant à votre préoccupation, effectivement, la 10e législature comporte beaucoup de nouveaux visages. Et je pense que, contrairement à ce que vous pouviez penser, cette implication, cette entrée de nouveaux députés à l'Assemblée nationale vient renforcer la production parlementaire. Et je m'explique. Dès notre installation, nous avons eu droit à plusieurs séminaires et ateliers de formation. Vous vous rappelez l'atelier de formation à Grand Popo en avril dernier pour renforcer nos capacités sur ce qu'on appelle l'institution parlementaire. Comment fonctionne l'administration parlementaire? Comment on fait le contrôle du budget de l'action gouvernementale? Nos capacités ont été renforcées sur plusieurs plans qui nous ont permis de nous adapter au nouvel environnement qui nous a accueillis. Et ensuite, nous bénéficions également du partage des expériences des aînés, des anciens députés qui sont là, qui sont très ouverts, qui n'hésitent pas à partager leurs expériences avec nous. Et ce qui fait que ce soit lors des travaux en commission, comme lors des plénières, vous allez constater une forte participation tant des anciens députés que des nouveaux élus. Moi, par exemple, votre invité,
Je suis une nouvelle élue. C'est ça. Pourtant, vous m'avez invité et je vous remercie encore une fois de me donner cette occasion de renforcer mon premier exercice parlementaire. Allez, c'est nous qui sommes honorés aussi pour avoir accepté cette invitation. Alors, on ne doute pas vraiment de ce qu'avec les anciens et les nouveaux, il y a une parfaite combinaison à l'Assemblée nationale. On ne doute pas non plus de ce que, au travers de ces initiatives, vos capacités ont été renforcées. C'est quand même, je dirais, tout nouveau, justement, cet environnement tel que vous le décrivez. On n'y va pas souvent avec, je dirais, toutes les notions nécessaires pour appréhender la responsabilité qu'on a au sein de ce Parlement. Les débuts peuvent être un peu tendus, un peu difficiles, un peu complexes. Est-ce que vous avez ce sentiment? Bon, j'avais ce sentiment, je dirais, à mon arrivée. C'est ça. Mais ce sont des craintes qui ont été vite dissipées. Grâce au leadership du président de l'Assemblée nationale et lui-même, et grâce à l'accueil chaleureux à nous réservé par les anciens. Le leadership du président de l'Assemblée, qu'est-ce que vous y mettez? Je vous assure, permettez-moi d'abord d'aller jusqu'à la fin de mes idées. Je vous assure que tout se passe très bien. Nous qui sommes arrivés nouvellement, nous ne nous sentons pas du tout dépaysés. C'est comme si, en tout cas, c'est mon cas. Et je suis convaincue que c'est le cas de plusieurs autres députés également. Nous nous sommes sentis comme chez nous dès l'arrivée. Vous vous rappelez qu'avant qu'on nous installe, on a été à l'Assemblée et on nous a vraiment fait connaître la maison. Il y a eu quand même des formalités préparatoires pour nous permettre de mieux nous insérer dans la nouvelle institution qui nous accueille. Maintenant, revenant au leadership. Le leadership, vous avez mis l'accent. On a remarqué que vous avez insisté sur... Vous-même, vous avez suivi avec nous, parce que nos séances plénières sont transmises. Puisque vous êtes là, dites-nous nos séances plénières sont transmises en direct. Et vous-même, vous suivez comment se déroule la direction des débats par le président de l'Assemblée nationale. Et je vous assure qu'il conduit les débats à l'Assemblée nationale avec beaucoup de sérénité. Vous aurez dû le constater. C'est une chose. Avec beaucoup de sérénité, d'impartialité, surtout d'ouverture d'esprit. C'est un monsieur qui, dans sa direction des débats à l'Assemblée nationale, accorde une grande importance au respect du règlement intérieur et à la libre expression des députés. D'accord. Vous allez constater que de temps en temps, il a cette capacité-là de mettre tous les députés à l'aise pour s'exprimer. Et cette ambiance favorise vraiment une participation active de tous les députés. Nous n'avons pas peur de prendre la parole. Et récemment, hier seulement, il a pris une note pour renforcer l'écoute des députés, pour nous permettre d'être plus proches de lui. Hier seulement, il a pris une note pour nous recevoir en audience tous les vendredis à partir de 10h. C'est pour mieux nous écouter. L'ensemble des députés? Oui. Pour ceux qui en expriment le besoin. Oui, voilà, pour ceux qui en expriment le besoin, justement. Donc, quand vous mettez en place ce système-là, ce cadre de travail, on ne peut qu'attendre. Qu'est-ce qui vous rassure que cette ambiance-là va durer dans le temps? Nous ne sommes qu'au début. Vous venez de faire 3 mois de travaux et déjà, vous applaudissez, disons, la façon de faire du président. Qu'est-ce qui vous rassure que tout va aller normalement pour les années à venir? Vous avez 7 ans à passer avec lui. Oui, c'est vrai, nous avons 7 ans à passer ensemble. Dans ma langue, on dit quand quelqu'un ne veut pas vous donner un pain neuf, il ne vous donne pas un chiffon. Pas un chiffon. Donc, je pense que cela va continuer. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a pris la résolution de nous écouter. C'est pour mieux nous permettre d'être à l'aise pour faire le travail dans de bonnes conditions. Alors, c'est vrai qu'on a compris cette séquence que vous développez, mais à l'Assemblée nationale, on est quand même, je dirais, en face de 2 partis politiques, voilà, liés par plusieurs accords, justement. Alors, pensez-vous que la cohésion est garantie avec la volonté de chaque camp de préserver ses intérêts politiques? Merci beaucoup. Et je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais tout de suite, je vais vous dire qu'il ne s'agit pas de préserver un intérêt politique à l'Assemblée nationale. C'est vrai que chaque député préserve
son identité politique. Mais nous n'allons pas à l'Assemblée pour aller préserver cette identité politique-là. Nous allons à l'Assemblée pour aller défendre les intérêts des populations. C'est l'intérêt supérieur de la nation qui prime. C'est l'intérêt général qui prime. C'est l'amélioration des conditions de vie des populations qui prime. C'est leur bien-être. Comment on améliore le bien-être des populations, c'est cela qui prime. Cela fait que pour cette première session ordinaire, c'est vrai que des divergences de points de vue subsistent, mais nous arrivons toujours à nous entendre pour trouver une position commune, toujours dans l'intérêt supérieur de la nation et de l'intérêt général. Docteur Irène Adam, rassurez-vous, ce genre de discours, nous y sommes habitués. On se rappelle qu'à votre élection, Oui. des voix se sont élevées pour parler d'assemblée monocolore. Et vous êtes défendu, nous avons des idéologies, le bloc républicain c'est autre chose, c'est l'Union progressiste, le renouveau, nous sommes des progressistes, ainsi de suite. Vous nous dites maintenant que on ne sent rien du tout. Tout compte fait, vous avez des directives de votre parti politique, vous avez des directives, disons, de la haute direction de votre parti politique que vous devez respecter là-bas. Ne voyons pas seulement ces débuts pour faire une analyse sur le long terme. Avec le climat qui prévaut actuellement, je le rappelle, il y a de fortes chances que tout continue de bien se passer. De toutes les façons, si des divergences subsistaient, nous allons trouver les moyens de les corriger, de nous entendre pour que tout continue de très bien se passer. Alors, vous êtes à l'Assemblée pour défendre les intérêts des populations. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On verra dans les différentes initiatives de tests de loi qui ont été votées comment cela se matérialise véritablement dans la vie de nos concitoyens. Au cours de cette session, l'une des activités majeures menées lors de la présente session, c'est l'examen et le vote de la loi de finances rectificative pour l'exercice 2026. Quelle était l'opportunité d'une telle initiative? Je voudrais d'abord dire qu'une loi de finances rectificative permet d'ajuster le budget de l'État aux priorités nationales. Si nous sommes d'accord que c'est cela, avant de passer à l'adoption de cette loi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les travaux en commission. Il y a des débats houleux en commission. Ce que nous venons faire en plénière, c'est ensuite vraiment. De quelle façon? Je peux vous assurer, il arrive qu'un député du Bloc républicain et un député de l'UPR se mettent ensemble contre un autre député du Bloc républicain. Toujours dans l'intérêt des populations. Donc, ça se passe ainsi. Maintenant, pour ce qui concerne la loi que vous avez évoquée, les députés ont été très sensibles aux mesures sociales. S'il vous plaît, messieurs les journalistes, quand on parle de prise en charge de la mendicité avec des mesures d'accompagnement pour renforcer le leadership parental, pour responsabiliser davantage les parents pour éradiquer ce phénomène-là, quel député n'aurait pas voté pour ça? Quand nous prenons par exemple le programme national du vieillissement actif, qui était seulement mis en œuvre dans 13 communes et qui est maintenant étendu à toutes les 77 communes de notre pays. Ce programme permet de sécuriser davantage les personnes âgées et de mieux les protéger. Qui ne va pas voter pour ça? Quand je prends par exemple la prise en charge systématique des urgences vitales, quel député n'aurait pas voté pour ça? Quand je prends la gratuité des frais de scolarité pour les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles nourrissent l'ambition de devenir une grande dame. Beaucoup de jeunes filles voient leurs rêves brisés, faute de moyens pour pouvoir atteindre le niveau auquel elles aspirent dans la société. S'il y a cette mesure-là qui leur permet d'avancer, parce que nous autres, nous sommes en train, nos grands sœurs aînés nous ont laissé la place, nous aussi, nous devons avoir la relève pour nous assurer que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va être durable.
Quel député ne va pas voter pour ça? Quand je prends par exemple l'électrification des centres de santé et leur dotation en eau potable, imaginez un centre de santé non électrifié, sans eau potable. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Nous soyons des malades ou bien nous en créons d'autres sans électricité. Comment les médecins peuvent-ils exercer dans ces conditions-là? Prenons par exemple le programme de supplémentation nutritionnelle pour les 1000 premiers jours qui permet la prise en charge des enfants dès le ventre pour renforcer leur capacité cognitive. Quel est le député qui ne va pas voter pour ça, monsieur? Maintenant, allez-y. Et il y a également, vous savez que la guerre en Iran a provoqué la flambée des prix. Il y a des mesures qui ont été prises pour faciliter et pour accompagner les agriculteurs. Moi, qui viens d'une zone de forte production agricole, si je ne votais pas cette loi, si je repars à la base, mes mandats vont dire, c'est toi le problème et non le gouvernement. Le gouvernement a pris les mesures pour nous accompagner. C'est toi qui es allé voter contre ça. Donc voilà autant de mesures. Il y a aussi une autre mesure très importante. Dans cette loi, il est inscrit comme priorité la fixation des limites des communes et des unités administratives locales pour accélérer le développement harmonieux et durable du territoire national. Voilà autant de mesures que comporte cette loi qui ont amené les députés à lui donner une option favorable. Nous sommes au XXIe siècle. Quand vous citez les questions de l'eau dans les hôpitaux et vous vous réjouissez que c'est seulement maintenant que les députés trouvent l'ingéniosité de permettre au gouvernement de le faire. Vous avez cité beaucoup d'autres mesures. Oui. Mais personnellement, quelle analyse vous en faites? Est-ce que nous ne sommes pas véritablement en retard sur des priorités de développement? En tout cas, c'est mon impression. Est-ce que vous ne partagez pas ce point de vue? Bon, est-ce qu'on peut dire que nous sommes en retard par rapport aux priorités de développement? Moi, ce qui est important, ce n'est plus de chercher à savoir si nous sommes en retard ou pas. C'est d'abord d'identifier, de savoir que ces problèmes-là existent et de prendre les mesures pour les régler. C'est vrai que c'est des préoccupations auxquelles on aurait pu déjà répondre 60 ans. 66 ans, s'il vous plaît. 66 ans. C'est dans quelques jours, là. 66 ans en arrière, ou bien 30 ans, ou 25 ans en arrière. Mais vous-même, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon, le gouvernement du président Wadaï a pu mettre la main, a pu identifier ces problèmes-là et prendre des mesures pour qu'ils soient définitivement réglés. Vous êtes fier que ce soit au cours de votre législature que tout cela se passe. Vous êtes témoin du règlement de ces problèmes. Je le disais tantôt, ce n'est pas une fierté. Puisque vous-même, vous venez de dire que nous sommes en 2000, ce n'est pas une fierté pour moi de le dire, parce que c'est des problèmes qu'on aurait pu régler depuis. Si on avait réglé ces problèmes, on serait en train de régler d'autres problèmes de développement. Ce n'est pas une fierté, du tout pas. On a compris avec les exemples que vous avez évoqués pourquoi vous avez donné caution à cette loi des finances rectificative. Oui. Il y a un aspect qui a retenu mon attention, c'est la mesure qui concerne le vieillissement. Alors, précisément, ça concerne quoi? Qu'est-ce qu'on veut apporter à ces personnes un peu vulnérables dans notre société? Vous savez, l'idée que nos parents, dès qu'ils sont admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite, c'est le repos. Le repos dans les fauteuils. Il y en a qui retournent carrément au village et on est maintenant. À travers ce programme, on rend les retraités actifs. On parle de retraités actifs. Cela leur permet de vaquer à d'autres occupations. Alors l'État met en place des mécanismes d'activité pour ces personnes. Voilà. Comment ça va se matérialiser sur le terrain, dans la vie de nos pépés et mémés? Si nous prenons par exemple la 9e législature, Savalou et ainsi de suite, comment les personnes du 3e âge seront traitées par le biais de cette loi-là? Par le biais de ça, je pense qu'il ne s'agit pas, le programme ne
ne les rend pas seulement actifs. Okay. Il y a d'autres mesures d'accompagnement, par exemple, mettre en place pour que nos mamans arrêtent de subir des violences, nos mémés dans les villages. Et vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a quelques mois plutôt, il y a une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux où un monsieur chicotait une maman parce qu'il l'accusait d'avoir tué un enfant dans le village, l'accusait de sorcière. Ce programme-là protège de telles personnes. Il y a aussi les programmes de sanitaires, les prend en charge également sur le plan sanitaire. L'objectif, c'est de rendre ces personnes toujours très actives, non seulement très actives, mais également en bonne santé pour que nous puissions continuer de bénéficier de leurs expériences. Donc un certain épanouissement. Oui, même à cet voilà, âge. leur garantit un certain épanouissement. Alors, nous allons maintenant parler d'une autre loi qui concerne, bien entendu, le faux monnayage et les atteintes aussi monétaires, qui étaient également au menu de vos échanges. Quelle est l'urgence, enfin, de réprimer ceux qui refusent, par exemple, les billets de banque froissés ou qui rejettent les pièces de monnaie dites limées ou gâtées dans les transactions de tous les jours? Merci. Et cette loi vient répondre à une préoccupation des populations qui date de plusieurs années. Et ce qui me choque, moi, particulièrement, c'est que nous accusons les bonnes dames, les pauvres bonnes dames, qui sont sans soutien familial, sans ressources suffisantes, mais qui vont vendre juste pour nourrir leur petite famille. Et c'est elles, malheureusement, que nous accusons de refuser les billets ou pièces supposées gâtées, usées ou altérées. Alors que, excusez-moi, c'est vous et moi qui allons acheter auprès de ces dames-là. Et quand elles nous remettent ces pièces-là ou bien ces billets-là en monnaie, nous refusons. Maintenant, quand nous refusons, la bonne dame, elle fait quoi? Elle va continuer d'accumuler ces billets-là, ce qui va interrompre son activité commerciale à moyen ou long terme. Donc, cette loi vient sécuriser toutes les transactions financières. Ça vient sécuriser l'unité monétaire. Il n'est pas question que c'est la BCEAO seule qui a le droit de qualifier un billet, d'altérer, d'user ou de gâter et de le retirer de la circulation. Pour ce qui concerne les bonnes dames, c'est une plainte que nous recevons tous les jours. Moi, par exemple, quand je vais au marché, partout, on me dit, bon, et quand est-ce qu'il y aura une loi pour réprimer cela? Donc, ça, par exemple, moi, je suis fière que ce soit ma législature qui ait pu voter cette loi-là. Comment est-ce qu'on va réprimer des gens? Je suis en face d'une bonne dame qui me remet une pièce, je la sens assez limée, je qualifie cette pièce-là de gâtée, je refuse. Permettez-moi de demander que vous me changez cette pièce-là. Est-ce que c'est déjà suffisant pour qu'on me traîne devant un tribunal? Oui. Ah oui? Oui. Mais si vous dites que la pièce est altérée, vous refusez de prendre ça. Mais cela suffit pour que la dame aille porter plainte contre vous. Cela suffit. Vous ne pouvez pas refuser une pièce en supposant qu'elle est altérée ou bien un billet en supposant qu'il est altéré, quel que soit son état. Comment vous avez prévu qu'on châtie ces gens de personnes? Bon, les sanctions vont je pense, si j'ai bonne souvenance, de varient pour ces cas-là de 100 000 à 500 000 francs. Ça dépend des cas et de la gravité de la situation. Y a-t-il des peines de privation de liberté? Bon, non, je ne pense pas. En tout cas, oui, on apprécie quand même. Ça dépend aussi du contexte et des conditions dans lesquelles parce que ce genre de situation amène à des violences ou des bagailles. Voilà. S'il y a des voies de fait, on peut apprécier, le juge peut en décider. Ça s'apprécie cas par cas parce que cette infraction peut engendrer encore d'autres. Voilà.
On va évoluer, Franck Aounon, pour tomber sur cette modification de la loi organique du Conseil économique et social avec la loi sur le médiateur de la République. Alors pourquoi le législateur a senti le besoin de dégager le médiateur de la République en tant qu'institution et de confier ça au CES qui est déjà suffisamment chargé? Ok, merci beaucoup. Et cette loi vient régler un problème de cohérence institutionnelle. Donc nous étions dans une incohérence institutionnelle depuis ce jour. Je n'ai pas dit ça. Ben, c'est ce que j'essaie de comprendre. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que nous étions dans une cohérence institutionnelle. S'il vous plaît, quand on adopte des lois ou bien quand on vote des lois, il faut les revisiter de temps en temps pour savoir. C'est parce que c'est à l'application vraiment qu'on apprécie tous les contours de la loi. Voilà. À nos réalités. Voilà. Maintenant, revenant à la question sur le Conseil économique et social et le médiateur de la République. Vous savez, le Conseil économique et social est maintenant davantage rapproché des populations à travers la création des coordinations départementales. La médiation de la République. Le médiateur de la République aussi est chargé, entre autres, de régler les différends entre les citoyens et l'administration. Maintenant, au lieu de créer un autre poste de médiateur de la République, on a jugé utile que le premier vice-président du Conseil économique et social soit en même temps le médiateur de la République. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que j'ai décrit. C'est juste pour régler un problème de rationalité. Est-ce que ce n'est pas rationnel ce que je viens d'expliquer, vous aussi? C'est aux téléspectateurs d'en juger. À travers nos questions, vous allez davantage... mais comment est-ce que ça va se passer? On sait que le médiateur de la République avait un cabinet, avait des structures qui traitait par exemple les plaintes qui lui étaient adressées. Ici, comment est-ce que ça va se passer dans un ensemble comme, dans une entité comme le CES? On veut comprendre. Bon, à travers ce que je viens d'expliquer, je pense que le problème ne va pas se poser. En tout cas, pour ce cas-là, tout sera affiné de sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Je ne sais pas si c'est de cela que vous voulez parler. Bon, je vais parler de la quantité de travail que le président, par exemple, du CES aura du boulot. Le médiateur, il peut recevoir, par exemple, 5 à 10 dossiers, peut-être dans 3 mois. Il faut traiter ces dossiers. Est-ce que c'est la même administration qui va s'occuper de tout? Puisque par le passé, c'était des administrations assez distinctes qui travaillaient chacune dans son couloir. Bon, je pense que à ce niveau, comme je le disais tantôt, le problème ne devrait pas poser. Le Conseil économique et social est là en place. Le médiateur de la République est en même temps le vice-président. Est-ce qu'on ira encore créer une autre administration? Je pense que c'est la même administration qui va se charger de tout. Justement, alors on comprend que vous apportez une forme de cohérence, pour utiliser vos termes, dans cette approche. Mais quand on mettait en place le médiateur de la République qui avait été décidé par des députés, justement, par le passé, c'était aussi dans un souci de rapprocher une institution des populations et leur permettre de poser des plaintes et inviter le médiateur à apporter des solutions. Aujourd'hui, nous sommes plus de 13 millions de Béninois. Si nous devons solliciter aujourd'hui le médiateur de la République qui est aujourd'hui adossé au vice-président du CES, est-ce qu'il pourra s'en sortir? Il va s'en sortir, évidemment. Ça dépend de comment il va s'organiser. Alors, c'est vrai, vous votez des lois à l'Assemblée nationale, vous le défendez, enfin, justement, avec des
des arguments. Et peut-être que d'ici encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou peut-être après votre mandature, c'est encore d'autres députés qui reviendront nous dire, écoutez, on n'avait pas mené suffisamment la réflexion. On a vu que le vice-président est très très débordé, à lui seul, il ne peut pas. Comment vous remplacez une institution avec une administration fixe bien située dans un espace géographique où les citoyens ont l'habitude justement de se porter vers cette institution pour poser le problème, et on va cacher ça dans une autre institution, et on pense vraiment qu'il y a une logique, une cohérence pour vraiment satisfaire le besoin de nos populations. On pouvait aussi faire ça pour l'Assemblée nationale un jour. Non, je ne pense pas à ces deux institutions différentes. C'est ce qu'on pensait juste là, et que bon, cette loi est venue finalement nous démontrer le contraire. Ces deux institutions différentes. J'espère qu'on va y aller. Allez, est-ce qu'aujourd'hui, quand on a fini de faire ça et qu'on se projette vraiment dans l'avenir de façon pratique, un vice-président qui va jouer le rôle de médiateur de la République, puisque vous êtes là pour défendre les intérêts des populations, est-ce que vous pensez que sur le terrain, sur l'aspect médiation, où le médiateur de la République a aussi un rôle de cohésion de paix, justement, puisque vous n'avez pas modifié ces aspects-là, est-ce que sur le terrain, le vice-président pourra vraiment travailler, se déployer pour jouer ce rôle? J'ai évoqué tout à l'heure qu'il y a les conseils, les coordinations départementales. D'accord, qui vont prendre le relais. Voilà. Je pense qu'avec ce dispositif-là, tout va très bien se passer. Vous n'avez pas à vous inquiéter, les populations non plus n'ont pas à s'inquiéter. J'avoue que c'est maintenant que nous sommes inquiets. Soyez rassurés. Nous avons aussi la loi sur les ordres nationaux du Bénin qui a été intervenue au cours de cette première session ordinaire de l'année 2026. À ce niveau, qu'est-ce qu'on a touché? À ce niveau, c'est la modification porte sur l'ordre de mérite des artisans. L'ordre de mérite des artisans. C'est nouvellement créé ou cela existait? Non, cela existait. Cela existait, mais ce qui se passait, pour décorer les artisans, les médailles de décoration sont personnalisées avec l'inscription de leur corps de métier sur les médailles. Cela ne favorise pas vraiment l'organisation des activités de décoration de cette corporation-là. Donc, supposons par exemple, quand il y a 100 artisans à décorer, il faut commander de différents ordres, il faut commander 100 médailles, ça prend du temps et ça ne permet pas d'impacter le plus grand nombre d'artisans. C'est pour cela qu'on a décidé d'uniformiser la médaille pour que ça soit un modèle unique, standard. Cela permet de commander même les médailles à l'avance, de gagner du temps dans l'organisation de ces événements-là et, comme je l'ai dit tantôt, d'impacter le plus grand nombre d'artisans. Donc, c'est juste la modification qui est intervenue à ce niveau-là. À ce niveau. Ouais. Allez, il y a eu un acte fort que vous avez posé qui a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion. Vous vous en doutez certainement, la suppression de la Commission électorale nationale autonome par l'abrogation de certaines dispositions du Code électoral. Pourquoi vous avez pris cette option? Nous avons pris cette option pour régler un problème de vide juridique. Vous savez, les membres du Conseil électoral sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Et leur mandat arrive à terme ce mois de juillet précisément. Maintenant, si on nomme de nouveaux membres, ils n'auront pas l'opportunité d'organiser des élections politiques avant que leur mandat n'arrive à terme. Le mandat arrive à terme en 2031. Or, les élections sont prévues pour 2033. C'est pour cela qu'on a décidé de supprimer la Sénat en attendant de réfléchir sur la nouvelle formule à mettre en place pour permettre à cette institution de continuer à accomplir sa mission légale qu'est l'organisation des élections politiques.
Donc, les réflexions sont en cours. Alors, on veut comprendre. Oui. Qu'est-ce qui a fondé véritablement cela? Parce qu'on a dit qu'on voulait institutionnaliser. Et puis, les moyens sont donnés à la Sénat pour mener un certain nombre d'activités. Quels sont sur cette question-là, autour de quoi ont tourné les débats véritablement? Bon. Parce qu'avant cela, nous avons vu les membres de la commission qui sont allés faire un atelier, enfin un séminaire à Paraco, les réflexions ont été lancées, et après vous avez supprimé la Sénat. J'avoue que dans l'opinion, si on doit faire un sondage, beaucoup se posent la question de savoir, mais pourquoi? Parce qu'on a défendu bec et ongles qu'il faut institutionnaliser, il faut professionnaliser la Sénat pour éviter un gâchis, pour éviter que chaque année, on mette en place une commission ad hoc qui créait par le passé beaucoup de problèmes dans l'organisation des élections. Ce que vous dites là, c'est vrai, mais dans la forme et le fond, on dirait que la Sénat n'est pas supprimée. Ce n'est pas définitivement supprimé. J'ai dit tantôt que les réflexions sont en cours pour voir quelle nouvelle articulation, quelle nouvelle forme donner à cette institution-là. Je rappelle que la Sénat a pour mission légale d'organiser les élections politiques. S'il vous plaît, si on mettait en place d'autres membres, si on les mettait en place, qui serait fier d'avoir été nommé pour une mission qu'il n'aurait pas accomplie? Donc, c'est pour cela qu'on a dit, bon, on attend d'abord pour réfléchir correctement à ce qu'il faut, à comment redonner à cette institution tous les moyens pour lui permettre de continuer à accomplir convenablement sa mission légale. Je rappelle, qu'est l'organisation des élections politiques et non les assistances à l'organisation des autres élections comme les élections consulaires. Qu'est-ce qui a empêché vos collègues de l'autre législature, en tout cas qui ont mis en place l'institution, d'aller plus loin dans ces réflexions-là, pour que aujourd'hui, juste après les élections générales, qu'on en vienne à supprimer. Vous avez bien dit, mes collègues de l'autre législature, il serait mieux de... Ça ne vous concerne pas. Non, je ne dis pas que ça il serait mieux de les inviter pour qu'ils puissent expliquer. C'est sûr que les débats ont eu lieu autour de cette question aussi, sûrement. Alors, quand on, je dirais, à l'Assemblée nationale, on était sur le point de faire cette modification, moi j'ai bien envie de savoir, dans ce Parlement, aucun député n'a eu la présence d'esprit de penser autrement, de penser par exemple que cette suspension provisoire n'était pas la bonne chose à faire, n'a pas proposé d'autres approches, d'autres idées n'ont pas été développées dans vos différentes séances en commission, dans les débats. Tout le monde a pensé la même chose au même moment. Monsieur Guédéron, comment vous pouvez penser cela? Nous sommes quand même 109 députés. Justement, je voudrais savoir. Oui, les débats ont été houleux par rapport à ça, mais au finish, on a trouvé que c'était la meilleure formule. Alors, oui, c'est la meilleure formule et ça a été voté, j'en conviens avec vous. Vous savez, à l'Assemblée nationale, nous avons connu des mandats transitoires. Nous avons vu des députés qui ont fait 3 ans parce qu'il fallait aligner les élections générales. Donc, on a réfléchi dans le sens de trouver que dans notre architecture, on ne pouvait pas supprimer l'Assemblée nationale. Donc, on a gardé les députés qui ont fait 3 ans. Nous sommes allés à une nouvelle élection et puis ça a évolué. De même, nous avons vu le CES qui était connu, en tout cas pour la plupart de nos concitoyens, comme une institution qui ne servait absolument à rien. Quand on a voulu réfléchir, on ne l'a pas supprimé. On a mené la réflexion, on a donné un délai à l'équipe qui est là, qui est un mandat transitoire aussi, d'enclencher la réforme, de voir ce que ça va donner, et justement, avant de passer à autre chose. Alors pourquoi les idées n'ont pas convergé dans ce genre d'option? Et ça a été la suppression directe. Vous dites défendre les intérêts des populations. Alors, du côté du médiateur de la République, ces hommes et ces femmes qui ont sacrifié toute leur vie au sein de cette institution, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Au niveau de la Sénat, pareil. Comment on défend les intérêts des populations et on en arrive en même temps à prendre ces textes de loi de cette façon? Je vous ai dit tantôt que les réflexions sont en cours. C'est juste une formule qu'on a trouvée pour poursuivre les réflexions. Dans l'idée de poursuivre les réflexions, ça va dans quel sens? Par exemple, qu'est-ce que vous aurez souhaité
qu'en face de la Sénat, de cette institution, puisque les réflexions doivent se poursuivre. Donc, voilà. Quelles sont les pistes que vous proposez, par exemple, quand vous observez l'institution dans les années à venir, par exemple? Vous pensez qu'on doit la maintenir ou même dans la suite des réflexions, il faut aller carrément vers la suppression? Puisque l'idée, c'est qu'on n'a plus d'élections organisées, donc par conséquent, ça ne sert plus à rien. Il y a une réforme qui est intervenue qui porte le mandat des députés et du président de la République à 7 ans. C'est peut-être d'adapter le mandat de la Sénat, à ça aussi. D'accord. Ça veut dire qu'on peut espérer dans les prochains jours, prochains mois, que ce débat-là revienne sur la table de l'Assemblée nationale. C'est bien possible. C'est possible. Allez, on va évoluer. Nous avons encore environ 17 minutes à passer ensemble. La loi sur l'environnement et celle portant code des forêts et de la faune, qu'est-ce qui change désormais par rapport à l'ancienne loi? Par rapport à la loi sur l'environnement, ce qui change notamment à ce niveau-là, c'est la protection de notre environnement. Il n'y a plus question que ce que nous puissions qualifier de la plus petite atteinte à l'environnement ne soit plus sanctionné. Bien qu'il n'y ait pas de petite atteinte à l'environnement. Par exemple, faire pipi au bord de la voie. Par exemple, pisser, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas bon d'uriner au bord de la voie? C'est d'abord une question d'hygiène publique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand on prend une loi pour interdire cela, pourquoi est-ce que cela pose problème? Bon, je vous laisse terminer d'abord, puisque vous aimez aller au bout de vos idées, puisque j'ai des questions qui... Je peux y aller? Oui. Alors, quand je vais à Savalou, lorsqu'on fait la fête de l'Igname là-bas, et je rentre dans la ville, et je veux aller jusqu'au centre-ville, combien de toilettes vous avez construit sur le trajet pour me permettre, par exemple, lorsque je prends mon Igname pilé, peut-être à l'entrée, je veux marcher pour voir un peu l'ambiance, ou pour me mettre à l'aise. Combien de toilettes publiques vous avez construit dans la mairie ou les fils et filles de Savalou, sachant que ça draine du monde chaque année à l'occasion de la fête de l'Igname? Dites-nous, pour prendre cette loi et commencer par... Puisque la répression a même démarré par endroits. Et je voudrais vous dire par rapport à ça, que Savalou a pris toutes les mesures et installe des toilettes publiques. Le dernier événement d'envergure que nous avons organisé, c'était l'accueil du président de la République, du candidat. Alors, de M. Roumia, alors candidat à la présidentielle. Nous avons installé des toilettes publiques. Donc, pour la 15 août prochaine, toutes les dispositions sont prises pour que des toilettes publiques soient installées pour permettre aux participants à ce grand événement auquel je vous invite d'ailleurs à se mettre à l'aise pendant la période. Alors, Savalou, c'est quand même une commune qui fait face à ce problème environnemental. Le phénomène de l'édification, elle est libre, ça frappe votre ville. D'ailleurs, il y a des ONG qui ont initié pas mal d'actions dans ce sens. Alors, c'est bien de voter les lois. D'ailleurs, même pour cette loi, on a attendu 27 ans pour y arriver. 145 articles, 24 chapitres, 8 titres. Quelle est l'obligation que les députés, justement, font à l'État? Une chose est de sanctionner, mais comme l'a dit Franck, si vous ne mettez pas en place justement ces dispositifs un peu partout, pour que le citoyen qui a envie de se soulager n'ait pas à parcourir de longues distances, n'est-ce pas? Au même moment, les sanctions sont là. Alors, qu'est-ce que vous demandez à l'État de faire? Dans la loi, quelles sont les contraintes, les obligations de l'État pour faire respecter le droit à l'environnement? On a le sentiment que tout se repose sur le citoyen. Tout ne se repose pas sur les citoyens. D'accord, dites-nous. Je voudrais déjà vous dire que quand on vote une loi ou bien un test, l'objectif premier, ce n'est pas de sanctionner les populations. Parce qu'avant d'être sanctionné, il faut avoir posé l'acte. Et souvent, quand on vote les lois, on observe une période transitoire d'1 an au moins pour sensibiliser les populations,
pour les amener à prendre conscience de ce qui est interdit là, c'est en leur faveur. Par exemple, prenons l'exemple de la défécation et à l'air libre. C'est une véritable source de contamination des cours d'eau et des sources d'eau potable. Sans oublier les mouches qui peuvent aller se greffer sur ces excréments-là et se diriger vers les maisons pour se retrouver dans les plats. Et les conséquences, vous le savez mieux que moi. Oui, mais donc, quand on a compris ça, il faut poser un acte, il faut construire des toilettes. Oui, ça a commencé. Ça a commencé. Est-ce qu'on va être toujours dans ce genre de discours? Non, ça a commencé. Ça a commencé. Vous allez constater que nous avons commencé par les grandes villes. Par exemple, Cotonou, vous allez commencer que progressivement des toilettes publiques sont en train d'être installées dans toutes les... Et cela va s'étendre à toutes les villes de notre pays et dans toutes les communes, j'en suis convaincu, vous pouvez en être rassuré. Vous prenez le corridor Cotonou-Malanville, quand vous allez à Parakou, sur la voie, bon, je ne sais pas à quel niveau, véritablement, quand vous êtes dans les zones éloignées, dans les campagnes, combien de toilettes nous avons sur la voie. Si j'arrête ma voiture, je me mets à l'aise et qu'un policier en patrouille me voit, il va m'interpeller et dire que je suis en train de violer cette loi-là que vous députés, vous avez. Voilà. Même vous, députés, si vous êtes en plein voyage et que vous avez envie de vous mettre à l'aise, je ne vois pas dans quelle toilette vous allez vous diriger sur cette voie-là où il y a pratiquement personne, vous voyez des étendues de terre libre et tout. Comment est-ce qu'on va régler cette affaire-là? La loi qu'on a votée, c'est pas que, bon, on l'a voté, on passe à la répression immédiate sans apprécier le contexte. Donc, par exemple, quand le tronçon dont vous parlez, j'ai dit tantôt que des mesures sont en train d'être prises pour que sur ces tronçons-là, on installe des toilettes publiques. Mais en attendant que ces mesures soient prises, je pense que chacun de nous est invité à faire preuve de civisme et de discipline environnementale pour aussi accompagner l'État, pour accompagner le gouvernement à réaliser tout ce qu'il souhaite mettre en œuvre de beau, de merveilleux pour les populations. Nous avons tous besoin de contribuer parce que j'ai l'impression qu'on dit l'État, le gouvernement. Mais là, on dit également citoyen. Le citoyen, c'est vrai, mais le citoyen aussi doit avoir sa manière d'accompagner l'État. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut être des citoyens et non des habitants. Quand nous sommes de simples habitants, ça ne marche pas. Alors, c'est un aspect. Apprenons à être des citoyens. Nous prenons un aspect de cette loi, en parlant justement de ces phénomènes. On comprend vraiment votre plaidoyer, mais notre souci, c'est d'engager aussi l'État dans un vaste programme de construction de toilettes publiques à travers le pays. Et quand on est député à l'Assemblée nationale et que des ministres défilent et que dans le cadre de cette loi, on n'a pas senti la voix des députés pour faire pression sur l'État afin d'accélérer ce genre de chantier dans nos communes, bon... Qui vous a dit qu'on n'a pas fait de pression sur l'État? Enfin, même dans votre développement, on n'a pas eu ce sentiment tout à l'heure. Parce qu'une chose est de demander aux citoyens de respecter l'environnement, mais l'autre aussi est de faire en sorte que les infrastructures puissent exister. Je ne sais pas de combien de toilettes publiques Savalou dispose. Et pourtant, vous êtes de cette localité. Alors, quels sont les autres aspects innovations que cette loi apporte? Puisqu'on parle aussi des forêts, on parle de la faune. Quand on parle ça, c'est le volet protection de l'environnement. Par exemple, il y a des mesures qui ont été prises pour mieux préserver, par exemple, les sanctions. Les sanctions de plusieurs milliards. Ça, c'est pour les grandes entreprises qui pourraient déverser des déchets toxiques sur nos plages, par exemple, et dans nos eaux. Vous imaginez que ça, c'est un grand crime contre l'environnement. Rappelez-vous l'exemple d'Abidjan en 2006 où un navire
de la multinationale Trafigura a déversé des déchets toxiques sur leur plage. C'est plusieurs milliards de francs CFA qui sont investis pour restaurer les écosystèmes. Donc ceux qui pensent que il y a des amendes de 10 milliards à payer, que c'est exorbitant, je dis, mais on pourrait même aller au-delà. Parce que ce que ça occasionne pour l'environnement, les dégâts que de tels actes pourraient occasionner pour l'environnement sont très très graves et nécessitent plusieurs milliards pour restaurer les écosystèmes. En dehors de ça, oui, quand on prend le code forestier, il y a des réformes qui sont intervenues à ce niveau-là. Il y a la création des domaines permanents de l'État et des domaines non permanents de l'État. Les domaines permanents de l'État qui sont préservés, ça, on ne les touche pas. Et les domaines non permanents de l'État qui vont être aménagés parce que, qu'on le veuille ou non, tout en préservant l'environnement, on a des besoins en bois à satisfaire. Il y a la création également du Fonds national forestier pour restaurer les forêts. Il y a le droit de propriété désormais accordé aux collectivités territoriales sur la gestion des forêts. Parce que la loi que nous avons revue date de 1993, ce qui est antérieur à la mise en place des collectivités territoriales décentralisées. Donc désormais maintenant, ces collectivités-là font partie intégrante de la gestion des forêts. Quand on prend la faune, vous savez, avant, quand on parle de conflits entre les êtres humains et les animaux, il n'y a aucune disposition de la loi qui protège l'être humain qui abat un animal en cas de légitime défense. Il y a ce changement-là qui intervient également dans le nouveau code que nous avons voté il y a quelques jours. Alors, honorable Irène Adam. Je voudrais ajouter également, c'est très important que la chasse est mieux organisée. Il est reconnu désormais aux communautés villageoises. Il y a la chasse villageoise qui est désormais reconnue pour permettre aux communautés villageoises de satisfaire leurs besoins alimentaires, thérapeutiques, culturels, familiaux, etc. Mais dedans, est-ce qu'on a précisé les animaux qu'il ne faut pas abattre, ceux qu'on peut abattre, ainsi de suite? Oui. La loi a été précise. Oui, même si la liste n'est pas exhaustive, il y aura des décrets d'application dans certains domaines qui viendront renforcer cette loi. Alors, honorable, belle production législative pour cette première session de l'Assemblée ordinaire de l'Assemblée nationale. Ces lois-là, ce sont des lois qui touchent directement le vécu quotidien des Béninois. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant que vous êtes en vacances, je pense? Est-ce que on va les ranger, dire que appliquer la formule traditionnelle, nul n'est censé ignorer la loi, c'est ça? Nous sommes en vacances parlementaires d'abord. Nous allons profiter de cette vacances parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, on dirait qu'il a compris en souhaitant bonne mission à nous dans nos circonscriptions électorales respectives. Parce que nous devons déjà descendre vers nos bases respectives pour échanger avec les populations. Moi, en tout cas, moi personnellement, c'est ce qui ça fait partie des activités qui vont m'occuper pendant cette vacances parlementaires. Voilà, on va terminer rapidement. Un mot sur l'action, le contrôle de l'action gouvernementale. Elle a été quasi absente, disons, au cours de cette session. 0 question orale avec débat, pas de questions d'actualité au gouvernement, pas de commission d'enquête. On dirait que la 10e législature a abandonné ce pan important de la mission de l'Assemblée nationale. Qui vous a dit ça? Non, dites-nous. Vous pouvez démentir. C'est le constat que nous avons. Il y a eu bel et bien contrôle de l'action gouvernementale. Oui. Nous avons adopté, par exemple, la loi de règlement définitif de l'exécution du budget exercice 2024. C'est après un contrôle de ce qui a été fait que nous avons pu adopter cette loi-là. Le contrôle, c'est basé sur quoi? Nous n'avons pas... Oui, le contrôle, c'est basé sur quoi? Sur l'exécution. Est-ce que
effectivement, ce qui est prévu d'être fait a été exécuté. Les montants affectés, tout ça là. Et quel a été le résultat de votre contrôle? Mais c'était satisfaisant. C'est vrai que nous avons formulé des recommandations pour améliorer ce qui est fait, mais c'était satisfaisant et le budget a été adopté. Et actuellement, il y a l'examen en cours du rapport de l'exécution du budget 2026. Nous sommes bien en 2026 par les députés. C'est également un acte de contrôle de l'action gouvernementale. Et pour nous donner les outils nécessaires pour mieux exercer cette mission de contrôle parlementaire, la semaine dernière seulement, les députés ont été formés par l'Assemblée nationale elle-même à travers la Commission des finances en partenariat avec l'Afropac et World Bank pour renforcer les capacités des députés. On est même passé à des simulations. Comment faire des auditions parlementaires? Comment on formule des recommandations? Comment on prépare une audition parlementaire? Si bien que là où je suis outillée, aguerrie, pour aller exécuter convenablement une audition parlementaire, un contrôle parlementaire sur le terrain, quelle que soit la structure. La question aussi, c'est une invite justement à l'ensemble des députés à exercer justement ce droit. Nous n'allons pas manquer de le faire. La Constitution vous accorde une audition parlementaire. Je ne sais pas si vous avez vraiment souvenance de quand la dernière fois un député a vraiment joui de ce droit auprès de l'exécutif. Quand on évoque aussi les questions de questions orales avec débat, c'est aussi les préoccupations que les députés portent de notre société en soumettant des questions aux députés. On n'en a pas vu. Oui, on n'en a pas vu un député qui identifie un problème et qui s'interroge et qui souhaite vraiment que le gouvernement planche et donne des explications. Ne soyez pas pressés, cela va se faire. Non, les besoins sont là. En fait, vous êtes là pour représenter le peuple citoyen. Donc, vous souhaitez que les citoyens gardent leur patience le temps que moi ou un autre député reviendra sur ce plateau et vous allez vous plaindre qu'il y a eu tellement Quelle est la différence entre un député, membre d'un parti politique, qui accompagne le gouvernement, qui soutient le gouvernement, et un député vraiment qui, je dirais, défend les intérêts des populations aujourd'hui? Vous avez dit, quelle est la différence entre le député, membre d'un parti politique, qui accompagne les actions du gouvernement, qui soutient les actions du gouvernement, et un député qui défend les intérêts des citoyens? À partir du moment, je pense que les deux sont complémentaires. Les deux exercent une mission complémentaire. Un député membre d'un parti politique qui soutient les actions du gouvernement. Nous n'allons pas, il y a quelque chose que je voudrais, nous n'allons pas lever les mains pour lever les mains. Tout ce que nous regardons correctement, ne pensez pas que nous restons là, on dit il faut accompagner le gouvernement et nous votons tout bêtement. Non, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de choses se passent en commission. Le plus gros lot du travail s'exerce dans les travaux en commission. Et là, si vous voulez, je peux vous inviter un jour, vous allez venir suivre comment cela se passe. On va le faire. Ce sera avec plaisir. On ne va pas voter seulement, on regarde. Et je l'ai dit tantôt, j'ai insisté sur ça, on regarde correctement le contenu de tous les projets. Est-ce que c'est l'intérêt général qui prime? Donc, qu'on accompagne l'action du gouvernement ou bien qu'on défende les intérêts des populations, cela ne se fait pas. Ce n'est pas systématique. On peut accompagner le gouvernement, mais si ce que nous recherchons dans les projets, programmes du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations ne sont pas satisfaits par rapport à ça, on ne pourra pas. On va demander au gouvernement d'améliorer. Et si ce n'est pas le cas... Après cette première session ordinaire, est-ce que vous avez vraiment la forte conviction que les travaux que vous avez effectués à l'Assemblée nationale, les tests de loi, participent vraiment au bien-être de nos populations? Bon, c'est trop tôt de le dire puisque nous venons de voter ces lois-là. Vous et moi ensemble, nous aurons l'occasion d'apprécier tout cela.
Parce que la bataille aussi, c'est l'application de ces tests. Oui, voilà. Et généralement, on vote les lois, mais l'application pose toujours problème. Oui, parce que souvent, ce qui bloque, l'une des limites, c'est la prise des décrets d'application. Mais actuellement, nous avons insisté sur cela lors du séminaire de formation récemment à Grand Popo, qu'il faut mettre en place un mécanisme pour que, dès qu'une loi est votée, les décrets qui doivent accompagner soient mis en œuvre. On accélère la prise de ces décrets-là pour favoriser la mise en œuvre des lois votées. Honorable Irène Adam, on va conclure cette émission. Merci. Encore une fois, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée ce matin de venir m'exprimer devant l'opinion publique nationale. Et je voudrais dire que cette première session a été très importante pour nous, surtout nous, les nouveaux députés. Ça nous a permis d'évaluer nos capacités, de comprendre comment fonctionne l'institution parlementaire, mais également ça nous a permis de voter des lois pour améliorer les conditions de vie des populations. Et je peux rassurer. C'est pas encore le cas, on attend d'abord de voir. Oui, on attend, mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Je peux déjà rassurer les populations qu'elles peuvent compter sur nous, que nous ne ménageront aucun effort à porter leur voix et à toujours défendre leurs intérêts. Voilà. Dr Irène Adam, elle est députée bloc républicain à l'Assemblée nationale, élue dans la 9e circonscription électorale. Elle promet ne pas décevoir, trahir la cause des populations en faisant le bilan de la première session ordinaire du septennat législatif. Elle était notre invitée sur Zone Franche de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à Eric et merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Bon retour à vous, honorable, et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Aounou. Merci, monsieur Gédéon. Merci. À bientôt, à vous tous et à vous tous.